Chaldon Deney, bonsoir à toutes et à tous. S'il vous plaît. Allez, je vous demande un peu de silence. Donc le quorum étant atteint, je déclare cette séance du conseil municipal ouverte. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc nous avons deux pouvoirs. Un pouvoir de Peyo Dufo pour moi-même et de Eneko Chouchpereg Etchepale pour Benyat Bioron. Je désigne Antion Biot comme secrétaire de séance et on passe au premier chapitre, les affaires générales. Oui. Demande de parole. Oui, il faut appuyer. Excusez-moi. Est-ce que je peux dire un petit mot Oui. D'introduction, j'ai pas eu l'occasion de dire un petit mot lors du conseil municipal d'installation. Et j'aimerais, ça va être très très rapide, vous en faites pas. J'aimerais d'abord remercier les 1594 électeurs de Cibourg-au-Cœur qui ont voté pour nous et les pratiquement 4000 Cibouriens qui se sont rendus aux urnes. Donc le verdict a été clair. Ce que je voulais dire également, c'est qu'on sera une opposition constructive, attentive, et quand ça ira dans le sens des Cibouriens tel qu'on l'entend, on votera bien entendu pour les résolutions. Et puis quand on ne sera pas content, ben on le fera savoir et on votera contre. Voilà. C'est juste très très rapide, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je vous propose qu'on continue. Donc affaires générales. Premier point, approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 18 décembre 2025 et du 21 mars 2026. Oui, on a un seul vote pour les deux ou c'est coupé en deux? C'est coupé en deux normalement. L'un après l'autre, ok. Dans le premier point, je vous propose d'approuver le procès-verbal des séances du 18 décembre 2025 et du 21 mars dernier. Donc on va passer, on va faire d'abord le 18 décembre qui est pour, qui s'abstient. Vous pouvez vous abstenir si vous voulez. Parce qu'apparemment les abstentions ne comptent pas. Non, elles sont comptabilisées. Après, Donc on vote contre. Les abstentions ne comptent pas. On n'y était pas. dans le tact, On ne peut pas voter. ne participez pas, vous pouvez vous abstenir, faites comme vous voulez. Exactement. Donc si vote contre, Oui. on est d'accord. Donc pour le 21 mars dernier, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous en remercie. On passe au point 2, compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé une subvention dans le cadre du programme d'intérêt général en faveur de l'habitat, une convention d'entretien de l'espace vert de la rue du Phare appartenant à l'État et la restitution d'une retenue de garantie. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à cette décision? Je vois qu'il n'y en a pas. On prend acte. On passe au point 3, délégation du conseil municipal au maire. Par cette première délibération, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire une partie des attributions pendant la durée du mandat. Cette possibilité est offerte par l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Elle a pour objectif de rendre plus efficace l'action de la commune et permettre au maire de mener des actions de gestion du quotidien, la condition étant de rendre compte au conseil municipal des décisions prises dans ce cadre lors de chacune de ces séances. Les 31 matières qu'il est possible de déléguer sont énumérées par l'article L 2122-22 et sont d'importance inégale pour notre fonctionnement. Je ne vais pas toutes les citer, je vais mettre en avant celles qui sont les plus utilisées. Le point numéro 3 permet de conclure des emprunts dans les conditions détaillées ci-dessus dès lors que le conseil municipal a validé l'inscription de l'emprunt au budget. Le point numéro 4 permet de conclure des marchés et de procéder à tout type d'achat nécessaire au fonctionnement quotidien des services. Le point numéro 11 permet de fixer les rémunérations et régler les honoraires des avocats, notaires et huissiers. Le point numéro 16 permet d'intenter des actions en justice ou de défendre la commune devant tout type de juridiction. Le point numéro 20 permet de recourir à des lignes de trésorerie. Le point numéro 27 permet de déposer au nom de la commune des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les biens municipaux. Vous aurez noté qu'il n'y a pas le numéro 25 dans la liste de la délibération car la matière en question ne concerne pas la commune. Il n'est donc pas nécessaire de la mentionner dans la délibération. J'ajoute que les décisions prises en application des délégations peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire.
Voilà, l'idée étant de gérer le quotidien de la ville de manière assez flexible et efficace. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, je vois qu'il y a une observation. On trouve que les points, notamment les points 4, 20 et 21 vont un peu loin. Donc nous voterons contre cette délibération. Notamment, si vous voulez un exemple, le point 21, dans la limite d'un montant d'acquisition de 750 000 euros, on trouve que c'est pratiquement 7,5% du budget, on trouve que c'est beaucoup. Une préemption? Voilà. Oui. Bon, en même temps, c'est la réalité de Cibourg, c'est-à-dire si les préemptions se font, on a une... Juste pour citer le point 21, le droit de préemption c'est 2 mois. Il faut être assez réactif quand il y a une préemption. Donc au lieu de rassembler le conseil municipal pour prendre une délibération avec tous les délais qui sont imposés pour la convocation d'un seul conseil municipal, et 750 000 euros, bon, ça reste un montant qui est malheureusement nécessaire aujourd'hui vu le marché de l'immobilier pour pouvoir avoir que ce point soit efficace. On mettrait 400 000, 300 000, on ne préempterait plus grand-chose, à vrai dire. Malheureusement. Mais je prends acte. C'est notre position. Voilà. Très bien, je prends acte. Donc on passe au vote. Pas d'abstention. 6 votes contre. Et c'est adopté, j'en remercie. Nous allons engager les délibérations relatives aux désignations dans les différentes commissions ou structures intercommunales. L'article L21-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le vote en conseil municipal a lieu au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. Je vous propose donc, pour des raisons pratiques, de ne pas procéder à un vote à scrutin secret pour les 14 délibérations prévoyant une désignation de conseillers municipaux. Monsieur le maire, je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je voudrais vous rappeler l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le règlement intérieur du conseil municipal s'applique, le règlement en vigueur, jusqu'à ce que le nouveau règlement intérieur soit adopté. Or, jusqu'à présent, nous n'avons pas adopté de règlement intérieur, donc c'est celui qui a été adopté en 2024 par ce même conseil municipal qui est applicable. L'article 27 de ce règlement intérieur prévoit l'existence de 9 commissions permanentes et prévoit également que ces commissions sont composées de 9 membres plus le maire. Et la jurisprudence du Conseil d'État est très claire sur ce point, commune de Savigny-sur-Orge. La représentation des différentes tendances du conseil municipal doit se faire à la proportionnelle. Donc, pour l'ensemble de notre groupe d'opposition, nous demandons qu'il y ait ces 9 commissions municipales, donc finances et personnel communal, éducation, enfants, jeunesse, urbanisme, voirie, port et infrastructure, culture, patrimoine et vie associative, action sociale et solidarité, politique linguistique, environnement et vie des quartiers, et règlement intérieur. Et nous demandons, pour respecter le principe de pluralisme et de proportionnalité, à ce que notre groupe soit représenté dans chacune de ces commissions, non pas par un seul membre, mais bien par 2 membres. Voilà ce que je voulais dire. Bien. Bon. Après relecture du règlement, vous avez raison. Bon, c'est dommage parce que bon, les commissions thématiques sont des commissions qui sont facultatives. Elles font partie de ce règlement-là. On a décidé d'en créer 5 cette fois-ci, pas 9. C'est notre décision. Donc moi je propose de retirer cette délibération.
on modifiera le règlement pour représenter les mêmes, les mêmes nombres de commissions à la prochaine, au prochain conseil municipal. Bon, au suivant, bon, c'est, on prend acte. Vous avez lu le règlement. Il y a la représentativité, monsieur le maire, notre représentativité. Donc j'entends que vous voulez remettre à jour le règlement intérieur, ça très très bien. Par contre, sur la représentativité, merci d'entendre notre position et sachez que si Donc, on reste à un membre et que ce membre est absent de la commission, vos commissions seront nulles. elles ne seront pas nulles. Si. Bon, si. Juridiquement nulles. Donc on verra comment Bon, de toute façon, on avancera là-dessus. de toute façon, la délibération a été retirée. Ok. Donc, on verra. On discutera à la la prochaine prochaine fois. délibération, on en rediscutera. Allez, donc on continue. Au point, donc, le point 4 étant retiré, on passe au point 5, commission d'appel d'offres, élection des membres à la représentation proportionnelle. Je passe quand même d'abord au vote, si on est d'accord de voter ça en main levée et pas au bulletin secret. On est d'accord à l'unanimité? Oui. Allez, commission d'appel d'offres, élection des membres à la représentation proportionnelle. Nous allons passer à la commission d'appel d'offres. Cette commission est compétente en matière de marché public, en procédure formalisée et composée du maire, président et 5 membres titulaires du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ce calcul fait qu'il y a 4 membres pour la majorité et 1 membre pour le groupe Cibourg au cœur pour les titulaires et pour les suppléants. Pour Ciboulou-Bissy, les membres titulaires proposés sont Julie Bergala, Lélie Larassa, Sylvain Ruiz, Frédéric Vaillant. Les membres suppléants, Antoine Biot, Jean-Pierre Lehmann, Benyat Biro et Pierre Bologne. Pour vous, pour le groupe Cibourg au cœur, un titulaire et un suppléant. Un titulaire et un suppléant. Léon, Jean-Louis Poulou et Thierry Payès. Bien. Et quand on dit un suppléant, il peut assister aux commissions. Là, je n'ai pas le règlement de Sans, commission sans- d'appel d'offres. sans voix délibérative. Peut-être, c'est possible. Probablement. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Commission spécifique à la délégation de services publics, élection des membres à la représentation proportionnelle. Pour la commission spécifique à la délégation de services publics, la composition de la commission est identique à celle de la commission d'appel d'offres. Donc 4 membres pour la majorité et 1 membre pour le groupe Cibourg-Rocker pour les titulaires et pour les suppléants. Pour Ciboulou-Bissy, je propose comme membre titulaire Julie Bergala, Livia Lascanotegui, Sylvain Ruiz et Frédéric Vaillant. Et comme membre suppléant, Antoine Billot, Jean-Pierre Lehmann, Benyat Biro et Pierre Bologne. Pour Cibourg-Rocker, les mêmes. Bien. Appel d'offres. Très bien. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Centre communal d'action sociale, fixation du nombre des membres du conseil d'administration et l'élection des délégués du conseil municipal. Nous allons maintenant procéder à la composition du centre communal d'action sociale qui est chargé de l'aide sociale légale et facultative de la ville. Je vous propose qu'il soit composé comme suit. 7 élus conseillers municipaux, 6 élus de la majorité et un élu de l'opposition, 7 membres nommés par le maire parmi les personnes extérieures au conseil municipal issues d'associations œuvrant dans le domaine de la famille, de l'insertion, du handicap et des personnes âgées. Avant de désigner ces personnes, un appel à candidature a été lancé dans la presse. Pour les élus, je propose de désigner pour le groupe Ciboulou-Bissy, Mouchkoir Ismendi, Benyat Biro, Graziella Irigoyen, Marie-Louise Auger, Florence Crépin et Sabrina Berouet. Pour Cibourg-Rocker. Excusez-moi. Il y a donc 7 membres. Oui. Il y a des suppléants. Il n'y a pas de suppléant. Donc on a droit à 2 membres. Alors, 7 membres. Non, c'est 1 pour Cibourg-Rocker. Si on fait un système de représentation à proportionnelle à la plus forte moyenne, c'est ce qui définit ce conseil municipal. L'opposition a un seul siège, ce qui a été le cas lors du précédent mandat, ce qui était Ça vous fait 4,1 et nous ça fait 1,4. Donc au plus fort reste, ça nous fait 2 membres. on n'a pas le même calcul.
On se met d'accord sur le calcul, et puis Ouais, à mais partir du moment où on est Le d'accord, calcul, c'est nous qui le fixons. Donc c'est la représentation proportionnelle au plus fort reste. Et si on prend ce système-là, c'est 6 pour la majorité, 1 pour l'opposition. ça fait 1,44 pour nous. On passe au vote. Ah, je viens pas, non. Non, mais votre calcul, c'est 6 sur 29, on est bien d'accord? 7. Ouais, c'est Non, 6 nous, pour le groupe. On est 6 dans notre groupe. Oui. Ah oui, oui. Oui. D'accord. 6 sur 29. Je vais vous le tourner dans tous les sens, excusez-moi, ça fait 20,69%. C'est pas excusez-moi, je te Oui. coupe. C'est pas un calcul au pourcentage. Hein. On calcule le quotient électoral et ensuite, en fonction du nombre, on calcule le nombre de sièges répartis entre les deux listes. Puis, quand on fait le calcul pour 7 postes, ça fait donc un quotient électoral de 4,83. 29 divisé par 6. Imaginons qu'il y ait eu un vote, mais vous avez décidé de voter à main levée, donc il y aurait 23 voix pour le groupe Sibouloubissi, que l'on divise par le quotient électoral. Donc on a un résultat de 4,14, donc ce qui fait 4 sièges pour Sibouloubissi. On fait le même calcul pour le groupe Sibou-Record, donc 6 voix divisé par 4,83, ça nous fait 1,36, donc vous avez un siège. Donc par ce biais-là, il y a... non, pardon, je me suis trompée, c'est 5,55. Donc il y a 5,55. Donc 5 sièges pour Sibouloubissi et 1 siège pour Sibou-Record. Et ensuite, il reste donc un siège à attribuer que l'on attribue à la plus forte moyenne. Et dans ce cas, il est attribué à Sibouloubissi. Comment ? Oui. Sur ce calcul, on peut. Si c'est le bon calcul. Si c'est le bon calcul, oui. Si c'est le bon calcul. C'est le calcul qui est utilisé pour composer, entre autres, Ok, le conseil municipal. ok. C'est la même chose, c'est le même système. Est-ce qu'on est sûr Que ce soit vraiment à la composition du conseil municipal ou au pourcentage des élections. Parce que là-dessus, le conseil Non, non, d'État... c'est le conseil municipal. C'est le conseil Le municipal. conseil d'État... C'est le conseil municipal. Le conseil d'État n'est pas clair. C'est pas aussi tranché que ça. Bon, mais nous, regardez, c'est-à-dire, c'est le système qu'on va appliquer, c'est le système qu'on applique, qu'on a toujours appliqué, qui est valable étant donné que c'est ce système proportionnel qui délimite le nombre et la composition de ce conseil municipal. C'est le même système qui est utilisé, c'est un système proportionnel, pour désigner la composition du CCAS. Voilà. Donc, la délibération est telle qu'elle. Maintenant, vous la votez ou vous la votez pas, ça vous appartient. Donc maintenant, ce que je vous demande, c'est une personne pour qu'on puisse présenter cette délai. Sinon, ça sera une délibération. Donc Françoise Albisture. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. On passe au point 8. Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, désignation des membres du conseil municipal. L'article 21. L'article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales stipule que dans les communes de plus de 5000 habitants, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, composée notamment de représentants de la commune, associations d'usagers, associations représentant les personnes handicapées. Je vous propose de constituer la commission comme suite: le maire président de droit, 7 élus dont un représentant de l'opposition, des représentants d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Pour les élus de la majorité, je propose Marion Duprat, Graziella Irigoyen, Antoine Billotte, Pierre Bologne, Benyat Guiraud et Florence Crépin. Pour l'opposition, Vincent Paget.
Passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, désignation des représentants de la commune lors de transferts de compétences. Les établissements publics de coopération intercommunale doivent mettre en place une commission dont la mission consiste à évaluer le montant des charges transférées par les communes ou syndicats à l'EPCI. Chaque commune membre dispose d'un représentant au sein de cette commission. Il convient donc de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Je propose que ce soit Julie Bergara en tant que titulaire et Frédéric Vaillant qui siège en tant que suppléant. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 10. Société publique locale Pays Basque Aménagement. Désignation des représentants de la commune à l'Assemblée générale et à l'Assemblée spéciale. La commune de Cibourg est actionnaire de la Société publique locale Pays Basque Aménagement, qui a pour objet d'étudier, de concevoir, de réaliser, d'exploiter et ou de gérer toute opération d'aménagement, de construction et d'énergie dans les domaines de compétences de ses actionnaires. Elle dispose d'un siège à l'Assemblée générale et d'un siège à l'Assemblée spéciale. Il convient donc de désigner un représentant pour ces deux instances. Je propose que ce soit moi qui siège dans ces deux instances. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, désignation des délégués du conseil municipal. La commune de Cibourg est membre du syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, qui est compétent pour la gestion des plans d'eau, de la nivelle et de la baie, pour l'animation du label Pays d'art et d'histoire et la gestion des bâtiments du couvent des Récollets. Les statuts du syndicat prévoient que la commune de Cibourg est représentée au sein de ce syndicat par 7 membres titulaires et 3 membres suppléants. Je vous propose de désigner ces membres pour les titulaires 6 élus de la majorité et un élu de l'opposition, pour les suppléants 2 élus de la majorité et un élu de l'opposition, pour la majorité Antoine Billotte, Émilie Dutoya, Jean-Baptiste Iriarte, Sylvain Ruiz, Jean-Pierre Lehmann et moi-même pour les postes de titulaires et Jean-Michel Dirassa et Frédéric Vaillant pour les suppléants. Pour vous. Jean-Louis Poulou, Panchika Akala. Passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Syndicat intercommunal de l'aménagement de la basse vallée de l'Ounsine et de la voirie de Cibourg et du Rhône, désignation des délégués du conseil municipal. La commune de Cibourg est membre du syndicat intercommunal d'aménagement de la basse vallée de l'Ounsine et de voirie de Cibourg et du Rhône, qui est compétent pour l'aménagement du secteur de l'Ounsine. Les statuts du syndicat prévoient que la commune de Cibourg est représentée au sein de ce syndicat par 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Je vous propose de désigner les membres pour les titulaires 3 élus de la majorité, un élu d'opposition, pour les suppléants 3 élus de la majorité, un élu d'opposition. Pour la majorité, Antoine Billotte, Benyat Billero, Maïté Saint-Sébastien, pour les postes de titulaires, et Pierre Bologne, Benjamin Drey et Jean-Pierre Lehmann pour les suppléants. Thierry Payès et Vincent Fagé. On continue à le syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg et une désignation des délégués du conseil municipal. La commune de Cibourg est membre du syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg et Rune, qui est compétent sur la gestion de l'école de l'Ounsine. Les statuts du syndicat prévoient que la commune de Cibourg est représentée au sein de ce syndicat par 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Je vous propose de désigner ces membres pour les titulaires 2 élus de la majorité, Léla Larassa et Sabrina Berouette, pour les suppléants 2 élus de la majorité, Benjamin Drey et Florence Crépin. Donc là, l'opposition n'est pas représentée. Bon, on n'a que 2 sièges, donc on va garder 2 sièges pour l'exécutif. 2 et 2. C'est 2 postes, les 2 étant suppléants, donc il y a 2 sièges. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Syndicat mixte territoire d'énergie d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, désignation des délégués du conseil municipal. La commune de Cibourg est membre du syndicat mixte territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, qui est compétente en matière d'amélioration des réseaux de distribution d'énergie des communes adhérentes. Les statuts du syndicat prévoient que la commune de Cibourg est représentée au sein de ce syndicat par 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Je vous propose de désigner ces membres pour les titulaires 2 élus de la majorité, Frédéric Vaillant et Jean-Pierre Lehmann, pour les suppléants 2 élus de la majorité, Pierre Bologne et Benyat Billero. Passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté.
vous en remercie. Désignation des délégués du conseil municipal au sein de divers organismes. La commune de Cibourg est représentée au sein de différents organismes. Il convient de désigner les représentants de la commune. Conseil portuaire, un membre titulaire et un membre suppléant. Je propose moi-même comme titulaire et Antoine Billotte comme suppléant. Conseil consultatif d'exploitation de la Halle à Marais, un membre titulaire et un membre suppléant. Je propose que ce soit la même chose, moi-même et Antoine. Conseil d'école du groupe scolaire Marignella, conseil d'établissement de l'école privée Saint-Michel et conseil d'école de l'ICH de la Cascade-Autegnan ainsi que lycée maritime, donc les deux instances, et je propose que ce soit Leïlé qui siège à l'ensemble de ces postes. Académie de musique Maurice Ravel, 2 membres titulaires et un membre suppléant, Jean-Pierre Lehmann et Émilie Dutoya comme membres titulaires et Marie-Louise Auger comme membre suppléante. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est Et adopté. Vous réduisez, là, il y a plus de 12 membres et l'opposition n'a droit à rien. 12 membres. Oui, mais c'est... 12 en tout, là, sur les différentes... Oui, mais il y a les différents sièges. organismes. D'accord, mais excusez-moi, mais conseil vous réduisez là, Attendez. 40% des Cibouriens à zéro. C'est tout, c'est juste une On va remarque. pas faire excusez-moi, on va pas faire de démagogie. Conseil portuaire, il n'y a qu'un seul siège. Donc, Là, il y a 12 membres. vous savez très bien que sur 12 membres, un 0 siège, pour on va l'opposition. regarder. Conseil consultatif d'exploitation de la Marais, il n'y a qu'un seul siège. Bon, en même temps, on est un groupe majoritaire. Ça sera pour la majorité. Conseil d'école du groupe scolaire Marignella, il y a un seul siège. Bon, on va regarder pour l'adjointe en charge. Non, vous ne trouvez pas que c'est logique? On va mettre un élu d'opposition au conseil d'école de Marignella. Arrêtons de faire un peu de la démagogie. Je rappelle, ici, ça fait 12 ans que je siège, si je ne me trompe pas. Ne parlez pas du passé. Je parle de ce que je veux. Ah oui, moi aussi. Oui, mais excusez-moi, ne me coupez pas la parole. Déjà, Je première vous chose. coupe pas, allez-y. Ça fait 12 ans que je siège dans ce conseil municipal. C'est la troisième mandature, merci. Je rappelle, une époque ici, l'opposition ne siégeait à aucun syndicat. À aucun syndicat. C'est cette majorité, lors de la précédente mandature, qui avait ouvert les sièges à l'opposition dans ces syndicats-là. Maintenant, pour ce qui est du siège, c'est-à-dire le nombre de membres par commission, c'était le même pendant les 2 dernières mandatures. Là, le changement, lors de la précédente mandature, c'était qu'il y avait 3 groupes d'opposition. Donc, automatiquement, étant donné que chaque groupe devait être représenté par un représentant, le nombre de membres de la commission a été augmenté. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un groupe d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 groupes dans ce conseil municipal, un majoritaire et une minoritaire. On revient à 6, avec un siège pour l'opposition, comme ça a été le cas lors de la mandature 20, 26, 14 et 20. Je rappelle aussi, il ne faut pas oublier que ces temps, c'est long. Donc il vaut mieux être là, avoir moins de commissions et pouvoir assister à la totalité de ces commissions, d'être présent à l'ensemble de ces commissions-là et d'assurer ce travail-là. J'étais aussi dans le banc de l'opposition, on avait un siège aussi pour l'opposition. Personnellement, je n'ai jamais raté une commission. Donc c'est une question d'organisation. Autre chose aussi, je rappelle que ces commissions-là sont organisées et on essaye, à chaque fois qu'on le peut, de préparer avec un calendrier pour que tout le monde puisse s'organiser, puisse être assisté à ces commissions-là. Voilà, donc, s'il vous plaît, c'est-à-dire, faisons pas de démagogie. Quand il y a un seul siège, je reviens à cette délibération, un seul siège pour des instances comme des instances scolaires, que ce soit les 3 établissements scolaires de Cibourg, y compris le lycée maritime, ça fait 4. Je pense que vous allez bien comprendre que s'il y a un seul siège, que ce siège sera pour la majorité, comme la logique le veut. Voilà. J'entends au discours. Sur les sièges auprès des différents organismes. Ce que nous vous demandons, c'est de revoir la position au niveau des commissions permanentes et de regarder si on peut avoir un siège et un suppléant. Voilà, c'est ce qu'on demande. Oui, Le reste, cette délibération, je comprends très bien votre position sur le reste. Bien. Bon, cette délibération a été retirée, donc on verra lorsqu'on la représentera le nombre
de membres qu'il y aura dans cette commission-là. Non, les suppléants n'existent pas, ça. Pas de souci. Donc, on revient à la délib 15. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et 6. C'est adopté. Commission communale des impôts directs, proposition de Commission communale des impôts directs, proposition de commissaire. Pardon. L'article 1650 du Code général des impôts précise que dans chaque commune institue une commission communale des impôts directs, CCID, dont le rôle est essentiellement consultatif. D'une part, elle donne son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui lui sont soumises. Et d'autre part, elle transmet à l'administration fiscale toutes les informations qu'elle juge utiles relatives à la matière imposable dans la commune. Cette commission, qui se réunit annuellement à la demande du directeur départemental des finances publiques, est présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Les autres membres sont nommés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables proposée en nombre double par le conseil municipal. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la CCID est composée de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Il convient donc de déterminer la composition de la liste qui sera transmise au directeur des finances publiques et qui doit composer 16 titulaires et 16 suppléants, 13 désignés par la majorité et 3 par l'opposition. Voici les membres que je propose pour la majorité, donc je vais commencer par les titulaires. Julie Bergala, Mouchko Arizmendi, Leïla Larassa, Sylvain Ruiz, Frédéric Vaillant, Antoine Billotte, Émilie Dutoya, Jean-Michel Dirassa, Jean-Pierre Léman, Graziele Irigoyen, Beñat Toyos, Merci Colina et Julien Durquet. Pour les suppléants, Beñat Billoro, Sabrina Berouet, Pierre Bologne, Florence Crépin, Eneko Choupereguet-Chepale, Marion Duprat, Jean-Baptiste Iriarte, Maïté Sébastien, Benjamin Drey, Livia Lascanotegui, Marie-Louise Auger, Nathalie Larregui et Sophie Rochefort. Pour ceux qui sont de l'opposition. Donc on a trois noms, c'est ça? Oui. 2 x 3. 2 x 3, donc Jean-Pierre Rouen, Jean-Pierre Moreau, Claudette Souchet, Sylvia Zema, Léon Groslo, Sophie Vatte. Vous êtes à 6. Monsieur Rouen, Monsieur Moreau, Madame Souchet, Claudette, Sylvie Azema. Oui. Léon Groslo, Jean-Christophe Groslo. Et Sophie Vatte. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et c'est adopté. Désignation d'un délégué en charge des questions de défense. Au sein de chaque conseil municipal est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département de la région sur les questions de défense. Je vous propose de désigner Frédéric Vaillant. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté. Et on passe au chapitre 2 qui est les affaires générales et on va démarrer avec le débat d'orientation budgétaire. Oui, affaires financières, pardon. Oui, est-ce que vous pourriez pousser parce qu'il y a une projection derrière vous? Voilà. Désolé, c'est pas nous qui avons fait cette configuration. Ça va tout ça? Donc, rapporteur, la parole est à Madame Bergala. Bonsoir à toutes et tous. Alors plutôt que de lire l'ensemble des documents qui vous ont été transmis par le service, je vous propose de commenter le diaporama qui est sous vos yeux. Alors, ce soir, je vous présente le rapport sur les orientations budgétaires 2026. Il confirme la solidité des fondamentaux financiers de notre commune, malgré un environnement national et international plus contraint. La baisse attendue de certaines ressources, notamment les dotations de l'État, ainsi que la progression de charges contraintes, on le verra tout à l'heure, impose un point de vigilance. Les indicateurs demeurent toutefois très favorables. Alors, le contexte, qui est difficile en raison de contraintes extérieures. Pour commencer, donc un petit point rapide. Ce contexte national et international est marqué par de fortes incertitudes et un ralentissement au niveau économique, lié à l'instabilité géopolitique.
Sur le plan national, la croissance est atone, la dette en hausse, moins de croissance, moins de recettes fiscales. L'effort de redressement des comptes publics engagé par le gouvernement impose une participation directe des collectivités, avec pour Cibourg, on l'attendait, une baisse du montant de la DGF, dotation globale de fonctionnement. Nos marges de manœuvre sont donc directement impactées par des décisions nationales et ce contexte économique moins favorable. Voilà, merci. Diapositive suivante, donc une gestion rigoureuse et responsable. Donc malgré ces inquiétudes nationales, la commune dispose d'une bonne santé financière. En témoignent les ratios qui sont présentés ici et qui sont le résultat d'une gestion rigoureuse et responsable. Le premier ratio présenté ici, celui des charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. La tendance globale est à la baisse. En 2020, les dépenses de personnel représentaient 65,05% de dépenses de fonctionnement. En 2025, ce taux a été réduit à 62,12%. Nous avons donc engagé un travail de maîtrise de la masse salariale, effectifs et dépenses. Un effort a donc été fait pour contenir le principal poste de la section de fonctionnement, tout en maintenant les services à la population et même en créant de nouveaux services comme le service culture, patrimoine et vie associative. La suivante, s'il vous plaît, sur la dette maîtrisée. Voilà, merci. Le deuxième ratio, celui de la capacité de désendettement que l'on obtient en divisant l'encours de la dette par l'épargne brute. Ce ratio traduit le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement de la dette si l'ensemble de l'épargne brute était consacré à ce remboursement. En 2025, la commune est à 2,33 années, ce qui est un très bon résultat confortable puisque le seuil d'alerte est à 12 années. Notre endettement est maîtrisé et rend possible le recours à l'emprunt, nous le verrons sur la diapo 10. La commune a maintenu sa capacité de désendettement à un niveau très faible, ce qui témoigne d'une situation financière solide, tout en réalisant des investissements pour les Cibouriens. Donc, une épargne solide. Ce dernier ratio présenté ici, c'est le pourcentage de l'épargne nette sur les recettes réelles. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ratio est en hausse globale sur la période. Il a progressé entre 2020 et 2025, en passant de 10,04 à 19,21%. Malgré un contexte contraint, vous le voyez bien, la commune présente donc des fondamentaux financiers solides qui lui permettent d'agir, d'investir dans la durée sans mettre en danger nos finances. Donc ici, les deux soldes de base, on vous présente les résultats de l'exécution budgétaire 2025 qui s'est traduite par un résultat global 2025 excédentaire de plus d'1 million d'euros. Cet excédent sera reporté en recettes de fonctionnement du budget 2026. Le cadre budgétaire, c'est le cadre légal obligatoire des collectivités. Alors avant d'aborder ces orientations politiques et budgétaires pour l'année à venir, je vous rappelle les principes. L'équilibre réel, qui consiste en un équilibre comptable entre les dépenses et les recettes des deux sections, fonctionnement et investissement, avec une possibilité d'emprunt pour couvrir uniquement les dépenses d'investissement, hors remboursement en capital de la dette. Et la sincérité budgétaire, qui consiste à ne pas majorer une recette ou minimiser une dépense artificiellement pour équilibrer le budget. Concernant la procédure et le calendrier budgétaire, le budget doit être voté par le conseil municipal avant le 15 avril et avant le 37 année de renouvellement électoral. Alors, les orientations politiques. Premier point, deux gros investissements structurants avec impact à long terme pour la commune, le pôle santé et la rue Paucalette. La création d'un pôle santé en centre-ville, donc dans le cadre d'un partenariat avec la pharmacie du port. Ce pôle de santé comportera 5 cabinets qui seront occupés par des médecins généralistes et spécialistes. Une somme de 350 000 € sera inscrite au budget pour la réalisation de cette opération. L'aménagement de la rue Paucalette, second gros projet. Donc après la reprise des réseaux d'eau potable et d'assainissement par la communauté d'Aglo Pays Basque, la commune a engagé des travaux d'aménagement de la rue Paucalette, de la place d'Antonini et de la place de la Tour d'Auvergne. Les travaux menés permettront une réorganisation complète de cet axe par un traitement de voirie qui correspond davantage à un centre-ville patrimonial, de manière à favoriser les circulations douces, à apaiser la circulation et à réserver l'accès à la voie aux seuls riverains par un système de contrôle d'accès. Dans la continuité de ces travaux menés sur l'avenue Jean Jaurès et la rue Bourousse, l'objectif est également de favoriser une vie commerçante de centre-ville.
Une enveloppe, vous le voyez, est prévue de 1 400 000 euros, prévue au budget pour cette opération. Deuxième point, les services à la population. Donc, au-delà de ces deux grandes opérations d'envergure, le budget 26 traduira notre ambition de faire de Cibourg une ville durable, solidaire, vivante et Oshkwaldun, avec des services à la population maintenus en faveur des seniors, du public le plus vulnérable, des enfants et de l'ensemble des Cibouriennes et Cibouriens à travers notre politique culturelle ambitieuse. Il s'agit de dépenses de fonctionnement utiles pour plus de cohésion sociale, pour un service public juste et quotidien. Troisième point, l'entretien du patrimoine. Nous poursuivrons l'entretien des bâtiments municipaux et des équipements communaux. Donc cette année, en plus des sommes dédiées à l'entretien courant, un effort particulier sera mené sur le centre technique municipal pour améliorer les conditions de travail des agents par la reprise des dalles de l'atelier voirie, sur l'église avec la reprise des toilettes, sur le stade avec différentes améliorations, abris, peinture vestiaire, etc. Et puis la tour de Bordaguin pour laquelle une mission d'architecte sera menée pour envisager une rénovation intérieure. Ce sont parfois des dépenses invisibles mais indispensables et qui évitent la dégradation et des coûts futurs plus élevés. Quatrième point, en matière de transition écologique et énergétique. Le travail déjà engagé en matière de réduction de la consommation énergétique des bâtiments sera poursuivi avec une nouvelle tranche de remplacement des éclairages énergivores par des LED dans le bâtiment d'Enec Batéane et au niveau des mâts d'éclairage public, 60 000 euros. 2026 verra également la mise en service des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du centre technique municipal, ce qui permettra de réduire de manière significative les factures d'électricité de nos bâtiments. Vous l'aurez compris, un enjeu double, écologique d'abord et financier avec les économies d'énergie. Nous poursuivrons également les travaux de préservation de l'espace naturel sensible des Barthes de la Nivelle en prévoyant une inscription budgétaire d'environ 30 000 euros. Enfin, concernant le cadre de vie, dernier point, une somme de 400 000 euros environ sera consacrée à l'amélioration du cadre de vie des Cibouriens par la reprise de linéaires de trottoirs et de voiries et la réalisation d'une étude pour l'aménagement du cœur du quartier Sainte-Croix. Donc là, ce sera directement visible par les habitants. Donc 3 logiques équilibrées ici, investir pour l'avenir, maintenir notre patrimoine et servir la population. Donc les orientations budgétaires, la section de fonctionnement. Voyons comment elles vont se traduire donc de manière budgétaire. Donc les recettes réelles de fonctionnement diminuent, vous le voyez, elles sont estimées à 8,8 millions d'euros contre 8,9 en 2025, soit une légère diminution de 1,4. Les produits des services, domaines et ventes diverses, le chapitre 70. Donc les recettes de ce chapitre sont prévues en augmentation de 15% au budget 25, avec une majoration sur les prévisions des recettes de stationnement. Ce chapitre des impôts et taxes est prévu à la baisse par rapport au budget 25 d'environ 2,3%. Les bases physiques de la taxe d'habitation et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont en diminution en raison d'une augmentation du nombre de résidences principales et d'une baisse des résidences secondaires, avec des soupçons de fraude pour la plupart. Les recettes liées au chapitre dotation et participation sont en baisse de 5,5% par rapport au budget 25, avec une anticipation de forte diminution, je l'ai dit tout à l'heure, donc environ moins 100 000 euros, de la DGF. Les revenus des locations seront en augmentation de 10 000 euros par rapport au budget 25. Et enfin, concernant les atténuations de charges, ce chapitre intègre le remboursement par l'assurance statutaire des salaires des agents en congé de longue maladie, longue durée ou accident de service. La situation de certains agents concernés en 2025 ayant évolué, cette recette est prévue en baisse. Alors maintenant, pour les dépenses de fonctionnement, le budget 26 prévoira une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement d'environ 6% par rapport au budget 25. Les charges à caractère général seront stables par rapport au budget 25. Malgré des incertitudes relatives au coût de l'énergie et à leur impact sur les prix, les efforts faits pour diminuer notamment la consommation énergétique des bâtiments et l'éclairage public permettent raisonnablement de prévoir une stabilité de ce chapitre. Le budget 26 prévoit une augmentation des charges de personnel de l'ordre de 6%, soit 200 000 euros environ par rapport au budget 25, mais à effectif constant, en raison notamment des faits suivants. Une augmentation de 3% du taux de cotisation CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de 1% du taux de cotisation URSSAF maladie, ce qui représente une augmentation d'environ 100 000 euros pour 2026. Un nouveau contrat d'assurance statutaire a été conclu pour la période 26-30.
Ce nouveau contrat s'est traduit par une augmentation des taux en raison de l'explosion du taux d'absentéisme au niveau national, ce qui représente un coût de 15 000 € annuels. La mise en place de la participation employeur pour la santé et la prévoyance. Et enfin, le glissement vieillesse-technicité qui augmente mécaniquement le coût salarial des agents du fait de leur développement de leur carrière. Les autres charges de gestion, chapitre 65, sont en augmentation de 5,5% par rapport au budget 25, avec l'augmentation de la participation au budget du CCAS et le maintien de l'enveloppe dédiée aux subventions aux associations. Pour terminer, la commune paiera cette année une forte pénalité au titre de la loi SRU, estimée à environ 200 000 €. La suivante, s'il vous plaît, pour l'investissement. Les principales recettes que vous pouvez lire, donc un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant approchant les 1,7 million. FCTVA à hauteur de 330 000 €, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et puis l'emprunt de l'ordre d'1,8 million. Au sein des dépenses, on retrouve la traduction budgétaire des grandes orientations que j'ai pu présenter. J'y reviens. Les travaux d'aménagement structurant le pôle santé pour un montant de 350 000 €. Les travaux de la rue Pocalette, place d'Antonini et la place de la Tour d'Auvergne pour un montant d'1,4 million. Des travaux d'entretien du patrimoine communal pour un montant d'environ 600 000 €. Des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique pour un montant de 75 000 €. Des travaux d'aménagement de voirie pour une prévision globale d'environ 600 000 €. Et enfin, l'acquisition de différents matériels techniques, informatiques et autres pour le fonctionnement des services. Alors, le PPI, sur la base de la projection de l'atterrissage prévisionnel 25, une nouvelle prospective à 3 ans peut être envisagée, ce qu'on appelle donc le plan pluriannuel d'investissement. Pour la section de fonctionnement, les hypothèses suivantes ont été retenues. En recettes de fonctionnement, une évolution annuelle de 1,2% pour les produits de service, 1,5% pour les impôts directs, une légère diminution des dotations et participations en raison de la baisse prévisible de la DGF et la stabilité des autres produits. Concernant les dépenses de fonctionnement, une évolution annuelle de 3% des charges à caractère général, une évolution annuelle de 1,5% des charges de personnel, une stabilité des charges de gestion et l'évolution de charges financières calculées sur la base de la dette existante et avec des intérêts à 4% sur les prêts à venir. Ces hypothèses de travail permettent d'envisager et de dégager un autofinancement annuel compris entre 1 033 000 et 1 391 000 €, soit 2 500 000 sur 2 ans. La situation reste saine, la commune est capable d'investir avec ce recours à l'emprunt. Donc cet autofinancement additionné aux recettes propres de la section d'investissement est estimé à 1 300 000 € et à un emprunt de 1 400 000 € sur 2 ans permettrait de réaliser nos projets à hauteur de 7 millions d'euros en 2027 et 2028. Merci de votre attention. Pour compléter la présentation faite par Julie, je précise que malgré le contexte incertain, nous pouvons envisager l'année 2026 et les suivantes de manière sereine. La situation financière de Cibourg est saine. 2 années seraient nécessaires pour rembourser complètement notre dette si on y consacrait la totalité de notre autofinancement. Cet indicateur est excellent et atteste de notre bonne santé financière. Elle résulte des efforts que nous avons menés pour contenir l'évolution des charges à caractère général, mais aussi et surtout pour réduire le poids des dépenses de personnel au sein des dépenses de fonctionnement. Ces efforts, les services les ont acceptés, ils y ont contribué en formulant des propositions d'économie. La qualité de service à la population n'a pas été dégradée. Nous avons fait la même chose avec moins, et je dirais même que nous avons fait mieux, et plus, puisqu'entre 2020 et 2025, nous avons développé une politique culturelle ambitieuse qui rencontre un véritable succès et nous avons offert de nouveaux services aux plus démunis, et notamment à l'aide alimentaire. La rigueur dont nous avons fait preuve, il nous faudra la maintenir. En effet, des décisions indépendantes de notre volonté auront un impact sur le niveau de nos recettes en 2026. La dotation globale de fonctionnement sera diminuée de 100 000 €.
Au niveau de la fiscalité, nous constatons une baisse des résidences secondaires au profit des résidences principales, ce dont nous pourrions nous réjouir s'il s'agissait de véritables résidences principales. Mais nous soupçonnons de nombreuses fraudes pour lesquelles des contrôles sont mis en place. De ce fait, nos recettes liées à la fiscalité seront en baisse. Les dépenses seront quant à elles en hausse. Même si nous avons prévu de contenir les charges à caractère général, l'évolution de l'inflation nous imposera d'être vigilants. Les charges de personnel seront assurément en hausse du fait de l'augmentation des cotisations de la caisse de retraite et de l'URSSAF. Et enfin, la commune sera impactée par le prélèvement SRU à hauteur de 200 000 euros. Malgré ces aléas, la bonne gestion du budget communal que nous avons mis en œuvre nous permettra de réaliser des investissements nécessaires pour notre commune et ses habitants. Nous poursuivrons la dynamique initiée en 2020 en mettant à bien des projets qui contribuent à répondre aux besoins des habitants, à améliorer le visage de Cibourg et à préparer son avenir. Notre ligne de conduite est claire, mettre en œuvre une gestion budgétaire rigoureuse qui permet de dégager des marges de financement pour la réalisation d'opérations au profit des Cibouriens et en concertation avec eux, sans faire peser ces investissements sur les générations futures. Je vous remercie. Monsieur Oui, le maire. vous avez la parole. Merci. Alors, j'ai relevé plusieurs petites choses. Alors, des choses pas très importantes, mais par exemple, page 7, il y avait une erreur de frappe sur le déficit Oui. d'exécution. J'ai vu que vous l'aviez rattrapé sur le slide. Et puis, entre la page 14 et la page 15, on n'a pas les mêmes années en tête. Je pense que c'est une coquille aussi. Parfait. Donc, ça va me permettre de vous poser des questions. Au niveau des dépenses de fonctionnement, moi je me pose simplement une petite question au niveau de la pénalité au titre de la loi SRU, parce que ça fait beaucoup, 200 KE. On peut se dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans les promesses de campagne de 2020 pour que les résultats ne soient pas à cette hauteur. Ça c'est une question, mais vous allez y répondre sûrement. Après, dans les dépenses d'investissement, alors sur mon total des dépenses d'investissement, j'arrive à 3,25 millions. Or, vous parlez d'une dépense d'investissement de 5 millions. Alors, ça fait presque 2 millions pour de l'informatique, ça me paraît beaucoup, même pour du matériel divers. Est-ce que s'il y a des choses très grosses ou est-ce que prudentiellement, vous pensez qu'il y aura des dépassements budgétaires sur certains postes, notamment sur celui du pôle santé? Tant qu'au plan pluriannuel 2026-2028, les dépenses d'investissement, il est fait état d'une ligne qui s'appelle ZAD, portage financier. Le montant de 2025 est de 362 KE, alors celui des années suivantes tombe à 125. Est-ce que ça veut dire que le portage foncier qui est lié à la première ZAD de l'Encan et à la charge de la commune est quasiment remboursé? Deuxièmement, les achats faits en 2025 en application du droit de prévention urbain ou d'opportunités ponctuelles, comme la pharmacie, ont-ils été intégrés au calcul? Voilà. Bien, donc, j'essaie de répondre point par point. Pour ce qui est de la pénalité SRU, vous nous parlez de promesses de 2020, sous-entendant qu'on avait fait des promesses qu'on n'avait pas payé de pénalité SRU. Merci de me sortir cette promesse de campagne que nous aurions fait en 2020, disant que nous n'allions pas payer de pénalité. Voilà. Donc, ne cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. Donc, vous nous dites qu'on va payer une pénalité de 200 000 euros, vous faites référence, vous sous-entendez que nous avions fait à l'époque une promesse, sous-entendant que nous n'allions pas payer de pénalité. Voilà, vous parlez de promesse de campagne. Donc, une promesse de campagne, c'est une promesse de campagne. Donc, vous nous parlez de ça, je vous demande juste de me sortir cette promesse de campagne. Et puis, je vais vous faire gagner du temps, ce n'est pas la peine de chercher, vous n'allez pas le trouver. Nous n'avons jamais fait de promesse de campagne disant que nous n'allions pas payer de pénalité. Malheureusement, nous sommes obligés de payer ces pénalités. Nous avons géré cette mairie pendant 6 ans. Malheureusement, en 6 ans, nous n'allons pas rattraper tout le retard cumulé pendant des décennies. Une chose. Deuxième chose, pendant 6 ans, nous n'avons jamais payé une seule pénalité. De 2020 à 2025, il n'y a pas eu de pénalité payée par la ville de Cibourg. C'est la première fois. Oui, mais là,
C'est-à-dire, je ne vous ai pas coupé, merci de ne me pas couper. Vous pourrez rebondir après si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc, en 5 ans, nous n'avons jamais payé de pénalité, et pourtant, nous avons du retard qui a été cumulé pendant des années. On a réussi sur cette mandature, ce qui est quelque chose assez important quand même pour pouvoir répondre à cette problématique de logement, c'est de voter un PLU. Il faut savoir qu'on était une commune qui, pendant 20 ans, n'avait pas de document d'urbanisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait un plan local d'urbanisme pour pouvoir répondre à ces obligations-là. Sans plan de local d'urbanisme, c'est difficile de répondre à ces obligations-là. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Il y a des projets qui sont sortis. Il y a eu plusieurs logements qui ont été livrés. Nous avons une résidence intergénérationnelle, ici même, qui a été livrée. On a Iturialde, qui a été livré aussi. En tout, c'est à peu près 60 logements sociaux, en accession ou en locatif, qui ont été livrés. Et il y a plusieurs projets qui ont été lancés. Et aujourd'hui, en permis accordé sur des projets de logements sociaux, je pense qu'on est à peu près à un quart ou un tiers de nos objectifs qui sont signés aujourd'hui en permis de construire. Voilà. Tout ça, ça a été fait. Malheureusement, les projets de logements sociaux prennent du temps parce que c'est complexe. C'est encore plus complexe quand on est dans une commune qui fait 730 hectares, dans lequel il n'y a plus de terrain constructible, donc obligé de faire la ville sur la ville. La ville sur la ville, je pense que vous le savez, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est cher, et quand c'est compliqué et c'est cher, ça prend encore plus de temps. Donc voilà la réalité de la chose. Sur les investissements, oui, bien sûr, il n'y a pas le détail. On est sur un débat d'orientation budgétaire, et comme vous pouvez le voir, peut-être page... Alors, c'est dans l'introduction, normalement, qu'on met ça. On ne parle pas de détails, on parle de grandes masses, des orientations du budget pour 2026. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis les projets les plus importants qui seront votés lors du prochain conseil municipal. Et là, oui, dans le budget, lorsqu'on vous présentera le budget prévisionnel 2026, vous aurez le détail de toutes les dépenses, mais là, on a voulu sortir les grands ensembles. Et entre autres aussi, il y a aussi beaucoup de rapports, de reports aussi. Et pour ce qui est des portages sur le PPI, vous n'êtes pas sans savoir, autre chose qu'on a réussi à faire pour essayer de ne pas payer cette pénalité. Mais au-delà, ce n'est pas seulement de ne pas payer cette pénalité, mais c'est de surtout trouver une solution à l'ensemble des Cibouriens qui essayent de se loger aujourd'hui à Cibourg. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a avancé sur le projet de l'Encan. Le projet de l'Encan, qui a débuté il y a 11 ans. Je pense que ces dernières années, il y a eu un coup d'accélération sur ce projet-là. Entre autres, il y a un plan guide qui a été arrêté. Ce plan guide qui a permis, entre autres, de définir, d'une part, de définir le futur quartier de l'Encan, mais a aussi permis, et surtout permis, de pouvoir le présenter en conseil communautaire pour délibérer de l'intérêt communautaire de ce projet-là. Et cet intérêt communautaire a été voté à l'unanimité le 31 janvier, si je ne me trompe pas, 2026, à l'unanimité. Étant donné qu'on est passé d'intérêt communautaire, on peut penser, étant donné que le maître d'ouvrage est devenu, à partir du 31 janvier 2026, l'agglomération, que les frais de portage aussi seront à la charge de ce maître d'ouvrage. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles on pense en 27 ou 26, 27, 28, dans ces 2-3 ans, que cette dépense qui était de l'ordre de 200 000 € à peu près pour les frais de portage seulement dédiés à l'Encan, soit basculée dans le budget général de la CAPB. Oui. Sauf les nouveaux portages qui sont hors l'Encan. Ouais. Vous pensez ou il y a une convention de signer? C'est la règle. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ce soit en 2026, ce sera en 2027, en 2028, mais on sait que ça sera dans ces eaux-là. Je rappelle, c'est un PPI qui move, ça, c'est-à-dire un PPI, ça vit aussi, ça s'adapte. Mais voilà, c'est raisonnablement, on peut le penser. Y a-t-il d'autres remarques?
passer au vote, je rappelle, c'est un vote qui prend acte qu'il y a eu un débat, on prend pas, voilà, on vote pas le... Ce ne sont pas nos orientations, donc on ne peut pas les voter. Mais de toute façon, c'est même pas, même nous on vote pas pour ça, on vote juste Du débat. exactement. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion, parce que des fois les gens se mélangent les pinceaux. Donc on prend acte qu'il y a eu un débat, donc il faut voter. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On prend acte qu'il y a bien eu un débat sur ces orientations budgétaires 2026. Et on passe au chapitre 3, personnel communal, et c'est Mouchkoua Rizmendi qui prend la parole. Bonsoir à tous. Par cette délibération, nous vous proposons de définir le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués comme suit. Pour le maire, indemnité indexée sur le plafond légal en vigueur. Les adjoints au maire. Petite modification concernant le pourcentage qui vous a été communiqué, puisqu'initialement il était porté à 22,81% et il passe à 22,59%, alors que le plafond est de 23,32%. Et concernant les conseillers municipaux délégués, le pourcentage initialement porté à 8,95% est ramené à 9,47%. L'idée étant de valoriser l'engagement des conseillers délégués tout en respectant l'enveloppe globale. Et bien entendu, le tableau du calcul de l'enveloppe indemnitaire sera modifié en conséquence. Des remarques ou des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et on continue. Point 2. Majoration des indemnités des élus. L'article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le montant des indemnités peut être majoré pour les communes classées stations de tourisme. Cibourg a été classée station de tourisme par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2025. L'article R2123-23 du même code indique que la majoration d'indemnités de fonction peut s'élever à 25% maximum pour les communes dont la population totale est supérieure à 5 000 habitants. Je vous propose donc de majorer l'indemnité du maire de 25%. Il y a des remarques? Oui. Merci. Alors sur ce point, c'est un point de cohérence. Il me semble que tant sur votre politique, vos orientations budgétaires, vous n'êtes pas franchement orienté tourisme. Donc on trouve incohérent d'une partie de ne pas être orienté tourisme, et de l'autre côté de demander une majoration de l'indemnité pour cause de stations touristiques. Donc pour cette raison-là, nous voterons contre, mais c'est notre position. Je me permets de répondre qu'il n'y a pas de... C'est pas orienté tourisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a un budget qui est orienté tourisme? Qu'est-ce que vous attendiez pour ça? Juste, c'est pas la peine de répondre non plus, mais le tourisme, très clairement, c'est-à-dire, est-ce que le tourisme, c'est forcément une... Qu'est-ce qu'on entend? C'est ça la question. Une première chose, juste réglementaire, la politique touristique, aujourd'hui, elle n'est plus communale. Elle est intercommunale, première chose. Deuxième chose, quand on embellit notre commune, on le fait d'abord pour nous-mêmes, pour les Cibouriens, mais ça participe aussi à l'attractivité de notre territoire. Quand on a une offre culturelle, une saison culturelle qui ne se concentre pas seulement l'été, mais qui se développe toute l'année, ça permet aussi à travailler sur l'attractivité de notre territoire. Voilà. Donc voilà. Pardon? Vous disiez? Moi? Oui. Je disais que... Pardon. Sincèrement, monsieur le maire, je ne suis pas en train de vous taper dessus, c'est pas le cas, mais moi je suis là depuis maintenant plus de 25 ans, je ne parle pas basque, je suis désolée. J'ai vu plein de choses qui passaient, j'y suis pas allée parce que j'étais incapable de lire ce qu'il y avait marqué. C'est quand même dommage pour les gens justement qui veulent être en politique culturelle, qui sont là de temps en temps, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Bon, voilà. Dommage. Sur ce volet-là, je vais laisser à l'adjointe à la culture de répondre, qui, elle non plus, ne parle pas basque.
Vous voyez, je suis un bel exemple. Je suis adjointe à la culture. Je ne parle pas basque. Je ne suis pas née ici. Je ne suis pas d'ici. Je suis arrivée ici il y a une quinzaine d'années. Pour autant, oui, je m'intègre dans le territoire, sur le territoire dans lequel je vis et j'évolue. C'est voilà, des valeurs certainement qu'on a, les valeurs qui nous différencient. Mais sachez que ce que vous dites, et c'est une très bonne question, et ça permet en tout cas de répondre et de corriger, voire de rectifier. Parce qu'on fait un travail intéressant chaque année, c'est de voir en tout cas la proportion sur la programmation qui est faite en français, en euskara, en plurilingue, en sans-parole notamment. Et sachez que la réalité démontre que l'offre en langue basque est minoritaire. Donc effectivement, par contre, on s'attache à ce que toute la communication qui soit faite autour soit en bilingue. Mais, et d'ailleurs on le fait puisque maintenant on développe aussi un programme d'éducation artistique et culturelle à destination des écoles, on a contourné le problème, ou le problème, pour moi ça n'est pas un, mais peut-être pour vous oui, dans la mesure où on propose cette offre-là aux 3 écoles, et y compris à l'Ikastola, vu qu'on a une offre en langue basque qui est insuffisante, on propose majoritairement du plurilingue ou du sans-parole pour que l'ensemble des élèves, et y compris les élèves en section immersive, puissent en bénéficier. Et au niveau de la programmation tout public, c'est le même travail qui est fait. Les dernières ouvertures de saison culturelle, vous pouvez regarder la proposition qui est faite. C'est du spectacle de rue, c'est du sans-parole, c'est du mime, mais ce n'est pas de la langue basque. La langue basque reste, alors à tort ou à raison, hein, ça dépend de quel côté on se situe, mais minoritaire dans notre programmation culturelle. Je ne parlais pas de la programmation. Je ne parlais pas de la programmation. La programmation, je la respecte, c'est pas le problème. C'est simplement l'annonce des choses. Je vois des grandes banderoles et ce n'est qu'en basque, il n'y a pas marqué en bas. Alors ça, ce serait dommage. J'aurais dû faire des photos. Alors c'est. Alors, on va. Je vais. Alors là, les choses, s'il vous plaît, soient très claires. La communication municipale, soit est en français, soit elle est bilingue. Alors là aussi, je vous demande de me sortir une affiche, une banderole signée par la ville de Cibourg qui est seulement en basque. Voilà, mais quand on porte des propos de ce type-là, il faut apporter des preuves à un moment. Deuxième chose, dans les sucettes, ce qui peut y arriver, les sucettes, ou surtout sur les panneaux lumineux, qui sont déroulants, ce qui peut y arriver aussi, c'est que quand on fait du bilingue, c'est comme une affiche, des fois ça peut être très chargé, on peut avoir une version en basque, puis une version en français, qui tourne. Voilà. Ça, je peux le comprendre. Voilà. Peut-être vous tombez à chaque fois qu'il y a une affiche seulement en basque. Vous n'avez pas de chance. Mais si je comprends bien, faites-moi l'honneur aussi de ne pas être si neuneux que ça. Si je comprends bien, non, mais si je comprends bien, vous me dites que tout ce qui vient de la mairie est bilingue. C'est-à-dire soit ça c'est unilingue, et si c'est unilingue, c'est en français, et si c'est s'il y a du basque, c'est qu'il y a du français. Si je vois des grandes banderoles, c'est pas vous. Mais c'est bien dommage parce que c'est les associations. Il y avait des trucs intéressants que j'ai su après. C'est dommage. Mais ça peut être des associations, c'est souvent des associations qui font, mais s'il vous plaît, allez, je juste rappelle au règlement, si un élu veut prendre la parole, elle demande la parole, voilà, de manière à clarifier la chose. Oui, Madame Duvert. Grand-chose, certainement. Mais pourquoi il y a ces 25% ça justifie. Alors, hors tourisme, j'aimerais comprendre, s'il vous plaît. Merci. Très bien, on revient au sujet. Donc, sur le volet tourisme, qu'est-ce que ça justifie aujourd'hui ma question est plutôt, je vais répondre par une question, c'est quelle est aujourd'hui, de votre point de vue, l'indemnité qui serait la plus juste, la plus adaptée pour une commune de 6000 habitants qui est balnéaire, qui reçoit dans la période la plus importante 12-13 000 habitants, un maire qui a à sa charge une centaine d'employés, un maire, et je ne parle pas de Cibourg, c'est-à-dire c'est le cas dans l'ensemble des communes, c'est-à-dire, bon, je vais parler de ceux que je connais, une disponibilité aujourd'hui qui est à 100%, c'est-à-dire du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut nous appeler à n'importe quelle heure, pour n'importe quel sujet, que ce soit la plus grande, c'est-à-dire de quelque chose
d'insignifiant qui peut être, très clairement, on vous appelle à 11h du soir, encore ça va, 11h du soir, pour un chien errant. Et quand il n'y a pas de service de chenille, eh bien, il faut bien qu'on se débrouille. Donc c'est le maire ou l'adjoint aux travaux qui doit y aller, qui doit essayer de trouver ce chien. Ou sinon, ça peut être plus grave, de vous appeler à n'importe quelle heure pour un incendie, pour un accident, pour n'importe quelle chose. Et ça, c'est du lundi au dimanche. Cet investissement, elle est permanente, elle est totale. Elle se fait souvent au détriment de la vie personnelle. Et là, je ne sors pas les violents, hein, on l'a choisi. Mais c'est la réalité. Et aussi au détriment de la vie professionnelle. Et au niveau professionnel, aujourd'hui, être maire d'une commune de la strate de Cibourg et les caractéristiques de Cibourg, aujourd'hui, c'est un travail, au lieu, plus qu'un travail, ce n'est pas un travail, je dirais c'est un engagement à 100%, même à 200%. Donc, moi, je reviens à ma première question, quelle est, de votre point de vue, l'indemnité qui serait la plus juste pour ce type de responsabilité? Donc aujourd'hui, ces 25%, elles viennent juste rendre en compte qu'une commune de 6 000 habitants, c'est une commune de 6 000 habitants, mais avec une particularité touristique qui fait qu'on a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'activités à gérer, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'agents. Parce que je rappelle, l'été, c'est à peu près une trentaine d'agents supplémentaires qu'on embauche. Voilà, ça prend en compte cette particularité-là. Voilà. C'est pas un privilège, hein, très clairement. Et je rappelle, et je vais mettre une autre précision, ce sont des indemnités. Ce n'est pas un salaire. Et ça a son importance. Il n'y a quasiment pas de cotisation sociale. C'est-à-dire que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire un maire qui est maire, et je ne parle pas pour moi, je dis dans l'ensemble, hein, un maire qui fait 3-4 mandats, il a 350 euros de retraite. C'est la réalité. Hein. Donc, je réponds à la question, pourquoi c'est 25%? Pour prendre en compte les spécificités de notre commune, tout simplement. Moi, je ne considère pas que ce soit un privilège. Moi, je répondrai par une question. Pourquoi vous êtes représenté si c'est si compliqué? Il fallait laisser la place. Il y a plein de monde autour de cette table qui aurait peut-être souhaité être maire. Donc, je veux dire, non, c'est une boutade, bien entendu, mais à un moment donné, on sait tous quelle est la charge de maire. On sait que c'est 24/24, 7 sur 7, 365 jours par an. On le sait, ça empêche de partir en vacances pendant la période estivale et autres. Ça, je le comprends bien. Après, voilà, notre position, vous l'avez compris, c'est que pour nous, vous n'êtes pas tourné vers le tourisme, donc on votera contre cette... je veux dire, ça ne changera rien pour vous. Et puis après, je veux juste rajouter que quand on est maire de Cibourg, il y a d'autres indemnités également qui viennent de la CAPB, vous siégez à la CAPB. Ça c'est des indemnités qui se rajoutent à l'indemnité du maire de Cibourg, ou différents syndicats du Sud, Pays Basque, vous pouvez avoir des indemnités supplémentaires. Bon, tout ça pour dire que, mais si vous voulez en parler un jour, on parlera, on le mettra à l'ordre du jour, vous nous direz exactement quels sont le montant de vos indemnités. Juste pour rajouter, parce que c'est toujours délicat ces sujets-là. Voilà, mais moi je veux rajouter, c'est délicat. En plus, dans ma position, c'est là encore plus parce que je suis jugé parti. On va se dire les choses très clairement. Mais je reviens, c'est-à-dire, et je parle même pas de mon cas, c'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère à Cibourg comme ailleurs? Quelle est l'indemnité d'une personne qui s'engage à 100% sur ce sujet-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez combien touche un maire de la strate de la ville de Cibourg? En net, est-ce que vous connaissez le chiffre? C'est écrit. C'est 2400, enfin 2300. Net. Ah, voilà, bon. Donnez-le, mettez votre fiche de paye et puis on en parlera. Aujourd'hui, à la majoration. Sans la majoration, c'est 1600 et même pas, 1590. Voilà. Net, sans cotisation, bien sûr. Et avec la majoration, on est à 2000. Je pense pas que c'est un privilège. Voilà. Non, mais là, vous avez raison. Je pense que pour un maire, effectivement, c'est certainement pas le bon niveau de rémunération, d'indemnité, excusez-moi. Mais c'est la loi.
J'aimerais bien la changer. Si je pouvais la changer, je la changerais. Mais pas sur ce critère. Moi, je vais compléter. Moi, c'est pour répondre aussi à Françoise et vous apporter aussi quelques éclaircissements, mais je rejoins Ineco à balayer plusieurs points. Après, je vais prendre la parole en tant que première adjointe et collègue quand même. Moi, je pense que là, c'est surtout la réalité de l'engagement. En 2020, Monsieur le maire a fait le choix d'arrêter son activité professionnelle pour s'engager à 100%, se dédier à gérer la commune de Cibourg. Il avait 30 ans à l'époque. C'est un engagement, comme il a très bien dit, quotidien. On n'est pas sur des horaires hebdomadaires classiques de 35 heures. C'est les week-ends, c'est le soir. Il a très très bien dit. On gère les situations d'urgence également. Donc ça ne se limite pas à un volume horaire classique. Je pense aussi que s'engager pleinement à 30 ans, à un moment donné où sa vie, il aurait pu prioriser peut-être sa carrière professionnelle, il a fait un autre choix. Il aurait pu prioriser sa carrière professionnelle et construire son plan d'évolution de carrière à ce moment-là. Il a fait un autre choix. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, qui eux ont été maires et retraités. Et deuxièmement, je pense que ça c'est très important de le souligner parce que beaucoup de gens ne le savent pas, il ne s'agit pas d'un salaire. Effectivement, c'est une indemnité. Et je pense qu'il a raison, il doit quand même s'assurer, aujourd'hui avec les indemnités qu'il perçoit, il ne se constitue pas en tout cas des droits à une retraite correcte. Donc ça s'anticipe également, d'où l'augmentation de son indemnité, qui est complètement légitime. Voilà. Donc je pense que c'est aussi la reconnaissance d'un engagement et d'un travail réel et continu au service de sa commune. Bien. Merci. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté, j'en remercie. On passe au point 3, au droit à la formation des élus. Et c'est toujours Madame Arizmendi qui a la parole. L'article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le montant des indemnités... Pardon. Par la présente délibération, nous vous proposons de définir les modalités du droit à la formation des élus du conseil municipal. Les élus du conseil municipal doivent pouvoir exercer leur droit à la formation dans les conditions prévues ci-dessus. Ce droit s'inscrit dans les orientations suivantes: être en lien direct avec l'exercice du mandat local, permettre l'acquisition des connaissances et des compétences favorisant la pratique des responsabilités locales et permettant d'optimiser l'action de la collectivité, privilégier notamment les thèmes portant sur les fondamentaux de l'action publique locale ou relatifs aux délégations et ou appartenance aux différentes commissions ou favorisant l'efficacité personnelle. Les frais de formation seront remboursés sur présentation de justificatifs et dans les conditions similaires à celles des personnels civils de l'État. Le plafond annuel des crédits pouvant être votés pour la prise en charge de ces frais s'élève à 24 156 €, soit 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Des remarques ou des observations, je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et on passe au dernier point, si je ne me trompe pas. Désignation d'un référent déontologie élu local. La loi dite 3DS du 21 février 2022 prévoit que chaque élu local devra être en mesure, à compter du 1er juin 2023, de pouvoir consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Cette délibération a pour objet de désigner le référent déontologue de la commune de Cibourg, qui sera Madame Annie Fitt-Duval, maître de conférences en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à cette délibération? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie et je lève la séance.
est-ce que je pourrais, si d'autres personnes le veulent aussi, avoir les dossiers en papier? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ceux qui Merci. veulent, vous pouvez demander. Voilà. Les dossiers en papier, il n'y a pas de souci. Pour les autres, ça sera numérique. Et après, c'est hors conseil, peut-être, c'est une remarque. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau pour tout le monde? Il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas assez de verre. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, si on de peut, l'eau et des verres aussi. Voilà. Et la communication du petit PowerPoint? Elle sera dans le compte rendu, de ce conseil municipal. Ok. Bien, merci. Merci à Je vous vous. souhaite une bonne soirée. Bonsoir.